Je pense sincèrement que c'était réciproque, où je sentais que les animaux avaient envie aussi de venir vers moi. Donc je partais chez la voisine, j'étais tellement heureuse d'aller voir ce chien. Et je me rends compte, c'était souvent quand il y avait du monde à la maison, parce que vraiment, je n'aimais pas les humains. Je sais pas si j'aimais pas les humains, mais j'avais pas d'intérêt à sociabiliser avec des humains. Donc je partais chez cette voisine et je me cachais dans la niche du chien. En vrai, c'est très dangereux ce que je faisais. J'ai un message pour vous très important à 2 minutes 04. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Ambitus. Ambitus est un podcast créé par l'Éveil, une structure vaudoise engagée depuis 1995 dans la réinsertion sociale et professionnelle. À travers des ateliers, des espaces d'apprentissage et des mesures d'insertion, l'Éveil œuvre pour restaurer la confiance en soi, la créativité et le lien social auprès de personnes fragilisées et marginalisées. Au-delà des chiffres se cachent des êtres humains au parcours de vie tissé d'épreuves, de recommencements, de doutes, d'élan, des vécus aussi singuliers qu'ordinaires. Avec Ambitus, nous vous invitons à écouter ces voix, ces expériences vécues, longtemps étouffées ou passées sous silence, qui ici se dévoilent avec sincérité et complexité. En musique, l'ambitus désigne l'étendue d'une voix ou d'un instrument, de sa note la plus grave à la plus aiguë. Et c'est cette image que nous voulons emprunter. Chaque personne porte en elle une mélodie de vie, un spectre unique de tonalités et d'émotions composé de hautes notes et de basses notes. Ce podcast souhaite offrir un espace pour laisser vibrer ces mélodies, pour en révéler la profondeur, la fragilité et la force. Nous avons besoin de vous. Si vous aimez écouter ces histoires et que la démarche d'Ambitus vous touche, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations sur les activités et l'histoire de l'éveil, son directeur Oran Mackenzie vous explique tout dans l'épisode 0, le premier de la liste. Cet épisode est en 2 parties. Vous entendrez le témoignage de Géraldine qui est un nom d'emprunt. Dans la partie 2, vous entendrez Géraldine réagir à son propre témoignage qui, je dois vous le dire, est très chargé. Faites attention à vous. Ce témoignage aborde en détail la vie de Géraldine qui a jusqu'au bout de la démarche voulu que ses mots soient entendus. Néanmoins, ce témoignage rentre dans des descriptions détaillées de violences sur mineurs intrafamiliales, de dépression, d'alcoolisme et contient un suicide et un viol. Géraldine, et vous l'entendrez de ses mots, a tenu bon et a voulu partager ces éléments très intimes de sa vie, aussi pour que les personnes qui peut-être écoutent et se sentent en détresse puissent passer le cap de l'appel à l'aide. Nous vous rappelons que les numéros d'aide d'urgence pour vous ou un de vos proches, 143 et 147, sont gratuits et joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si le témoignage d'un des participants ou d'une participante crée en vous l'envie, le besoin d'entrer en contact avec la personne concernée ou simplement d'envoyer un message destiné, que la personne ait témoigné de manière anonyme ou pas, sachez que vous pouvez m'écrire à podcast@aeveil.ch. L'email est en description. Prenez soin de vous et je vous laisse avec le témoignage courageux et bouleversant de Géraldine. Bonne écoute. Je suis née d'une mère brésilienne et d'un père suisse, donc du Valais. Et j'ai une grande sœur de 3 ans de plus que moi. Et le cadre familial, à ce moment-là, tout se passe bien. Ma sœur, elle est super contente d'avoir une sœur. Je suis un petit peu sa petite poupée. Elle aime prendre soin de moi. Elle est vraiment tellement heureuse. Et quelques mois plus tard, j'ai ma mère, elle se rend compte quand même que j'ai de la peine à sociabiliser avec mon entourage. Quand on me parle, je regarde pas dans les yeux. Après, voilà, je suis petite, j'ai quelques mois. Mais au fil du temps, quand même, ça s'améliore pas, quoi. Et j'ai mon père, il dit: «Oh, mais non, ça va aller, elle est peut-être un peu timide» ou quelque chose comme ça, quoi. Et ma mère, elle insiste, elle me dit: «Non, mais» ouais, elle lui dit: «Non, c'est quand même bizarre, quoi». Donc mon père, il dit: «OK, OK». Donc parce que, typiquement, s'ils essayent de m'appeler par mon prénom, je réagis pas. Je suis dans ma bulle, quoi. Donc vers l'âge de mes 3 ans, par là, j'ai ma mère quand même qui me fait voir des médecins pour voir si j'ai un problème d'audition parce que vraiment, ça s'améliore pas, quoi. On m'appelle, je réagis pas.
Donc je vais voir des médecins, je fais un test, d'audition. Je pense que là c'est vers mes 4 ans que je fais un test, d'audition et en fait, j'ai pas de problème d'audition. Donc on fait des tests neurologiques pour voir, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je réagis pas, en fait. Et j'ai un neuropsychiatre, qui il pose pas un diagnostic vraiment officiel, mais il pense que j'ai peut-être, un trouble envahisseur du développement, donc un TED, qui est traduit, actuellement par un TSA, donc trouble du spectre autistique. Et là, justement, ben, mon père, il est un peu ça le stresse, en fait, parce que, lui, en fait, il a un frère qui est, autiste, mais avec un trouble, une déficience intellectuelle, on va dire. Et quand il était plus jeune, il devait s'occuper de lui et il a pas mal souffert de cette, relation-là parce que, hem, le reste du village se moquait, en fait, de mon oncle parce que, voilà, il avait des comportements, il avait pas de gêne, en fait, il avait pas vraiment de filtre, donc il faisait des choses un peu malaisantes, à se toucher, par exemple, devant des gens, en pleine rue. Mon père, justement, il devait un peu, le recadrer et cetera et tout, donc c'était un peu, compliqué. Donc mon père, déjà, il a eu un cadre, familial un peu complexe. Hem, Ma mère, justement, elle était là, mais c'est important, justement, qu'elle soit suivie et cetera et tout pour qu'elle puisse, parce que ce qui leur a mis aussi la puce à l'oreille, c'est que j'avais du retard dans le langage, je communiquais pas. Hem, J'étais fan de Pingu ou Pingu pour les gens qui connaissent et ma façon de communiquer avec les autres, c'était, de parler en langage, Pingu, quoi. J'avais aussi un peu des comportements où, je fuguais souvent de la maison, mais voilà, à 4 ans, je partais comme ça, parce qu'il y avait une voisine qui avait un chien et j'étais tellement fascinée par les animaux depuis petite. Je pouvais vraiment passer des heures à observer les insectes sur les fleurs, à regarder les chats, vouloir les caresser. Vraiment une très grande connexion avec les animaux et je pense sincèrement que c'était réciproque où je sentais que les animaux avaient envie aussi de venir vers moi. Donc je partais chez la voisine, j'étais tellement heureuse d'aller, voir ce chien et je me rends compte, c'était souvent quand il y avait du monde à la maison parce que vraiment je n'aimais pas les humains. Je sais pas si c'est j'aimais pas les humains, mais j'avais pas d'intérêt à sociabiliser avec des humains. Donc je partais chez cette voisine et je me cachais dans la niche du chien. En vrai, c'est très dangereux ce que je faisais et mes parents, ils ont compris par après que, en fait, je partais, chez la voisine pour aller voir le chien. Mais la première fois que j'ai fait ça, vraiment, ils étaient hyper stressés, ils savaient pas où j'étais, c'était le soir et la voisine, en fait, elle les a appelés pour, prévenir qu'en fait, j'étais dans la niche de leur chien. Donc voilà, c'est un peu des comportements un peu farfelus, un peu chelous, quoi. Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres enfants qui faisaient ça, mais mes parents, ma sœur, elle faisait pas ça et ils étaient là, bon, c'est quand même un peu particulier. Il y a une autre fois aussi où là, c'était beaucoup plus dangereux. On était partis, en vacances, je sais plus, on était partis en Espagne et en Espagne, ils font les lâchers de taureaux et c'est ma sœur qui m'a raconté, il y a pas très longtemps cette petite anecdote et pendant ce lâcher de taureau, en fait, j'étais tellement fascinée par les taureaux que je me suis faufilée entre les barrières, quoi et j'ai été, me cacher sous une caisse pendant le lâcher de taureau. En fait, j'aurais pu clairement mourir et mes parents, super paniqués, ils se sont dit: «Mais qu'est-ce que où est notre fille, purée?» Et ouais, j'étais cachée, sous une caisse, je sais pas, j'étais vraiment, en fait, dans la lune. J'étais, comment dire? Un peu perchée, quoi. Donc ma mère, je pense qu'elle a bien fait effectivement de voir, qu'est-ce qui se passait, quoi, d'essayer de plus me comprendre. Après justement cette pause cette, demi-pause de diagnostic parce que voilà, je pense qu'à l'époque, ils ont pas voulu officiellement poser le diagnostic, mais que c'était une sorte de piste. Hem, Ça a un peu mis je sais pas, ça a mis un peu peut-être un froid dans ça a un peu embrouillé, mes parents parce qu'ils voulaient vraiment avoir un troisième enfant et mon père, il voulait faire un troisième enfant ensemble et mon père,
il ne voulait surtout pas, après cette sorte de pause de diagnostic, il ne voulait pas avoir un enfant naturellement, je vais dire naturellement, voilà. Et ma mère, elle voulait vraiment avoir un troisième enfant ensemble. Et ma mère, elle était dans une période où justement, parce que en fait, elle a fait toutes ses études au Brésil, et quand elle est revenue en Suisse, elle a dû recommencer tout à zéro. Donc là, je sais qu'à cette période-là où il y a eu ma pause de diagnostic, mon père, il a fait une vasectomie. Ma mère, c'était pendant son examen, et ça a vraiment mis un froid dans leur relation, et c'est un peu à cette période-là où mes parents ont commencé à avoir pas mal de disputes, parce que ma mère ne voulait pas adopter, parce qu'elle-même a été adoptée au Brésil par ses voisins. Donc c'est un peu tabou dans la famille d'en parler. C'est quelque chose où je sens qu'elle en a souffert, même si ma mère, c'est quelqu'un qui va pas montrer ses émotions. Elle va être plutôt superficielle, on va dire. Donc oui, effectivement, mon père, il voulait pas reproduire un enfant naturellement, parce que vu que j'ai eu ce potentiel diagnostic posé, il avait peur d'avoir un autre enfant encore plus atteint par l'autisme, pas reproduire un enfant encore plus handicapé que moi. Sans l'accord de ma mère, en soi c'est son corps, mais sans en parler avec ma mère. Il a fait ça derrière son dos, et ça a créé quand même des conflits entre eux, ce que je comprends. Et par après, ils ont pris la décision de quand même adopter, même si ma mère, vraiment, elle avait pas envie d'adopter, parce que ça lui a ça pouvait lui rappeler justement sa propre histoire, en fait. Et ils ont quand même décidé d'adopter, là, je pense que, ouais, j'avais entre 5 et 6 ans. 6 ans. Ma mère, elle s'est fait adopter par ses voisins au Brésil. Ils étaient beaucoup dans sa famille. Son père, il était alcoolique. Sa mère, elle devait vraiment tout gérer. Gérer la nourriture, les enfants, le ménage, etc. Et je sais que son grand frère, donc l'aîné, a eu une fille. Et en fait, cette fille, elle est restée habiter avec sa famille de sang, d'origine. Et ma mère, en fait, elle s'est fait adopter par ses voisins, parce que ça faisait un peu trop pour sa mère. Et c'est vrai que pour ma maman, il y a eu un peu cette incompréhension où sa propre mère a voulu garder l'enfant de son frère aîné, mais pas elle. Mais je sais qu'ils avaient quand même un lien assez proche avec leurs voisins, parce que ma mère, elle faisait les Noëls avec sa famille adoptée et sa famille d'origine. Donc ils étaient proches. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'était quand même assez complexe aussi, sa famille adoptée, qu'elle a pu... ils étaient très durs avec elle, qu'elle devait vraiment réussir dans sa vie, réussir les études. Elle avait beaucoup de pression à ce niveau-là. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va pas forcément être très deep. Donc pour revenir, mes parents décident d'adopter un troisième enfant. Ils veulent l'adopter au Brésil, comme ça il y a un peu une sorte de connexion avec le pays d'origine de ma mère. Et ils adoptent dans une famille au Brésil, ils adoptent un bébé. Vraiment, mon petit frère Kim, quand il arrive en Suisse, c'est un nourrisson. Mon frère, il arrive, je pense qu'on est en novembre. Là, j'ai 6 ans. Je trouve ça assez mignon quand il arrive. Et vraiment, tout le monde est « Ah, mais qu'est-ce qu'il est mignon, ce bébé !» On lui a même proposé... il a fait le Jésus pour la crèche de Noël. Il était vraiment tout petit. Tout le monde est fan de lui. Ma famille sont trop contents. Le temps passe.
Et mes parents, quand même, ils sentent que il y a quand même un peu des disputes entre eux parce que ma mère, elle, je sais pas là, mon frère, il a une année ou deux. Et je sens que ma mère, elle est un peu plus dure avec mon frère qu'avec ma sœur et moi. Je ne sais pas s'il y a un peu des choses de son passé qui est remontée, mais je me souviens d'une fois où Kim, à ce moment-là, il avait 6 ans. On était dehors en train de regarder la télé avec ma sœur et moi. Et lui, il était dehors à ramasser les feuilles. Et c'était souvent ça, en fait, un peu cette sorte d'injustice où on est les deux enfants privilégiés et mon petit frère est là à faire des corvées dehors, être un peu un serviteur. Et il était dans le froid avec sa doudoune, nous dedans à s'amuser. Et il y avait toujours un peu cet écart entre lui et nous. C'est un peu rude ce que je vais dire, mais le chien mal aimé. Et ça s'est vraiment installé, je sais pas, quand il était nourrisson ça allait, mais c'est plus quand il a commencé à avoir 2 ans, 3 ans, où ma mère, elle a eu des comportements un peu pas vraiment normaux avec lui. Et plus il grandissait, plus c'était plus violent. Quand j'étais petite, justement, au moment où je devais rentrer à la maternelle, j'avais beaucoup d'insomnie. J'étais très anxieuse. Ça fait partie justement du TSA. C'est un des symptômes souvent que les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme ont. De l'insomnie, justement des sommeils très agités, on a de la peine à s'endormir, le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Et à l'entrée en maternelle, justement, j'étais très anxieuse, je voulais pas y aller. Donc j'étais à temps partiel parce que ça me faisait trop de sociabiliser avec les autres, de comprendre leurs codes, parce que des petites, justement, j'avais une logopédiste qui m'aidait à comprendre les codes, à comprendre les traits, les émotions des autres, le langage aussi, pour que j'aie plus de facilité à m'exprimer avec les autres. Mais ça me faisait trop d'aller justement à 100% en maternelle. J'avais besoin de mes moments où j'étais dans ma bulle, où je restais dans le jardin, à observer les animaux, à être toute seule en fait, parce que j'avais vraiment de la peine à être en contact avec les autres enfants. Vers l'âge de mes 10 ans, mes parents se séparent parce que je sais pas si c'est la raison exacte, mais c'est pour une de ces raisons. Ma mère, elle met mon père à la porte de notre maison parce que elle apprend comme quoi mon père l'a trompé avec sa nièce, la fameuse nièce du Brésil. Et j'ai envie de dire à ce moment-là que vraiment, il y a un peu tout qui commence à pécloter dans ma vie, que je commence à avoir déjà que j'avais des difficultés scolaires, mais là, j'ai vraiment plus de difficultés scolaires. Je décroche totalement parce que déjà en primaire, j'étais à temps partiel. Ensuite, en enfantine, je veux dire. Ensuite, en primaire, j'ai des difficultés, mais ça va plus ou moins. Et là, vers l'âge de mes 10 ans, la troisième primaire, je redouble. J'apprends que mes parents se séparent, que mon père il est mis à la porte de chez nous. Je suis une enfant assez agitée. J'ai de la peine à me concentrer à l'école. J'ai souvent la tête en l'air. Je regarde à l'extérieur. J'ai besoin de me lever, j'ai besoin de bouger. J'arrive pas à rester en place. Plusieurs fois où mon prof il m'a affiché devant la classe, où j'avais pas rendu un devoir,
il prend mon sac, il le renverse sur ma table. Il y a un petit yaourt, une cuillère qui tombe, j'ai des jouets en plastique en forme d'insectes. Les élèves se moquent de moi parce que ils se disent mais c'est quoi cette fille quoi, elle est vraiment trop bizarre. Pendant cette même année scolaire, je perturbe en fait la classe parce que j'ai de la peine effectivement à me concentrer. C'est trop long de rester toute une journée assis sur un banc, c'est insupportable. Moi, j'ai besoin d'être en action, de bouger, de courir, d'aller voir la nature, de voir le monde. En fait, rester sur une chaise de classe, c'est pas quelque chose qui est vraiment fait pour moi. Mon prof déplace mon bureau et le met devant la classe, hors de la classe en fait, devant l'entrée de la classe. Donc je suis dans les couloirs de l'école. Donc c'est vraiment très humiliant. Il l'a mis pendant 1 mois. Je sais pas si c'était 1 mois, peut-être que c'est... J'imagine que c'était 1 mois, peut-être que c'était 1 semaine, mais ça me paraissait tellement long. Et à cette période de ma vie, j'ai une amie vraiment que je compte comme mon amie d'enfance, où actuellement je suis encore amie avec elle. Et les autres élèves, c'est compliqué de sociabiliser avec eux parce que déjà, justement, je perturbe la classe. J'ai une obsession pour les animaux, où j'ai envie de m'intéresser à eux. Quand je suis à la cour de récréation, je suis plus intéressée à aller dans l'herbe, voir si je trouve des montres religieuses, ce qui m'arrivait souvent d'ailleurs de trouver des montres religieuses. C'est mon insecte préféré. En classe, ça se passe mal. Et c'est la période où justement mes parents ont divorcé. En tout cas, ils sont en cours de divorce. Ils sont séparés. Ma mère, elle, vu que j'ai des mauvaises notes, elle devient violente avec moi. Ou à chaque fois que j'amène mon carnet scolaire, elle me frappe. Donc ça va à la gifle, à la fessée. C'est toujours de plus en plus violent. À cette période-là aussi, quand j'étais petite, j'avais... Vers l'âge de mes 6 ans, mes parents, vu qu'ils savaient que j'aimais beaucoup l'équitation, m'avaient inscrit à des cours d'équitation. Ça me faisait du bien. J'étais tellement heureuse d'être près des chevaux, de les brosser, de les câliner. J'avais une forte connexion avec eux. Et à la période où mes parents sont en séparation, ça m'arrive de traîner avec mon amie d'enfance, une des seules amies que j'avais. Ça m'arrivait des fois justement de sécher mes cours d'équitation parce que c'était plus amusant d'aller jouer avec mon ami d'enfance. Et la prof d'équitation a appelé ma maman. Et quand je suis rentrée à la maison, je me souviens de cette scène parce que elle avait préparé une chaise au milieu du salon et elle m'avait dit de m'asseoir sur cette chaise. Elle a été chercher une ceinture. J'ai senti à ce moment-là que la violence de ma mère avait pris plus d'ampleur, c'était plus intense, c'était plus brutal. Et même, c'était préparé, donc c'était pas une violence où tu poses, tu t'amènes tes mauvaises notes, tes parents ils pètent un plomb, ils t'envoient une claque. Là, il y avait au milieu du salon la chaise qui était préparée, je trouvais ça vicieux. Je sais pas à ce moment-là si en tant qu'enfant de 10 ans, 11 ans, je me rends compte que c'est aussi vicieux que ça, mais avec du recul, oui. Je me suis déshabillée, mais déjà que j'étais pas proche des autres élèves parce que j'étais l'enfant bizarre, l'enfant qui ne sociabilise pas trop avec les autres élèves. J'étais contre le mur et je me changeais comme ça, où je voulais pas qu'on voit justement que j'avais des marques. Et je me souviens qu'il y avait des regards posés sur moi, des regards un peu choqués.
Les enfants, ils étaient un peu choqués de me voir. Je sais pas s'ils avaient pu remarquer ces marques ou pas. J'ai préféré me dire qu'ils avaient rien vu et j'ai fait comme si de rien n'était et j'ai continué mon cours de gym même si j'avais de la peine à faire mes exercices parce que j'avais vraiment mal. Mais j'ai caché ça, quoi. Je voulais pas qu'on voit ce qui se passait. Ça devait rester chez moi. Ça devait rester dans cette maison. Et en parallèle, mon frère aussi subissait de plus en plus de violence. J'ai discuté de ça il n'y a pas très très longtemps avec ma voisine, pas celle des chiens, mais une autre voisine qui avait l'âge de mon frère. Et elle m'a raconté comme quoi sa maman, en fait, avait surpris mon petit frère pendant le soir, en fait. Il était enfermé à la cave. Voilà, en parallèle, mon frère subissait des violences, moi aussi. Ma sœur, âgée de 3 ans de plus que moi, était très calme. Elle continuait ses années. Elle avait pas de problème scolaire, donc elle n'a pas subi de violence quand elle était enfant. Vers l'âge de mes 12 ans, j'ai subi une agression sexuelle. Donc moi j'avais 12 ans, lui il avait 15 ans. Et c'est bizarre de dire agression sexuelle car quand je repense à cette scène, c'est pas comme on l'imagine avec une violence où il va me frapper si je fais pas ça. Ça s'est passé un peu de façon j'ai pas envie d'utiliser le mot doux non plus parce que c'est clairement pas ça. J'ai été pris par surprise en fait. On m'a piégé, il m'a piégé, ma mère était partie. Je me souviens que j'étais seule avec lui dans la maison et il est resté quelques jours chez nous parce que je pense que ma mère et sa mère allaient faire la fête, j'imagine, je ne sais pas. Mais je me suis retrouvée seule avec ce gars. Et de base, on se connaissait quand même depuis qu'on était jeunes, quoi, vu que nos mamans étaient copines. Et le premier soir, voilà, on a regardé des dessins animés à la télé. Je sais plus exactement ce qu'on a regardé, peut-être un Walt Disney, j'en sais rien. Mais le lendemain, je me souviens que j'étais en train de jouer à un jeu vidéo et que lui, il était sur l'ordinateur. Et d'un coup, en tournant ma tête, je vois qu'il y avait un peu des images de gens, de corps qui faisaient des choses que je comprenais pas vraiment à ce moment-là. C'était des images pornographiques, donc des vidéos porno. Et il m'invite à voir qu'est-ce que c'est et qu'il aimerait essayer. Et moi, je suis totalement choquée par ce que je vois. Je mets pas de mots dessus, je comprends pas. Il y avait un peu cet écart où je jouais à un jeu vidéo, je sais pas, c'était sûrement Crash Bandicoot ou quoi. Et que lui, dans une autre tranche d'âge ou à 14-15 ans, et il commence à me toucher la poitrine. Je bloque, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Je sens à ce moment-là que je dissocie. Vraiment, je sors de mon corps, quoi. Je ne suis plus présente dans mon corps et c'est exactement ce qui se passait quand ma mère me violentait. Je sortais de mon corps pour ne plus ressentir cette douleur parce que j'étais plus en maîtrise de mon corps. Je n'avais plus le contrôle sur mon corps. Ce n'était plus mon corps et je ne voulais pas me dire que c'était mon corps. Il me touche, je réagis pas, je ne dis pas non, je ne dis pas oui, je ne dis rien. Et il se couche, il s'installe dans le canapé et il me demande de venir à côté de lui. Et il baisse il ouvre sa braguette, il décroche sa ceinture, il ouvre sa braguette, il descend son pantalon et je vois son sexe et je ne comprends pas ce qui se passe. Je bloque et je ne suis toujours pas dans mon corps. Et il prend ma nuque. Rien de violent dans ses gestes. Pas quelque chose où il va me prendre mes cheveux ou
Vraiment, rien de violent. Juste, je ne sais pas ce que je suis censée faire, je ne sais pas quoi faire, je j'ai envie de fuir, j'ai envie de partir. En même temps, ce n'est pas ma mère qui va prendre, ma défense, ce n'est pas mon père non plus. J'ai personne pour, me protéger. Je j'ai appris de j'ai appris que quand quelque chose quand quand on touche mon corps, je ne peux juste rien faire et subir ce qui se passe. Donc, je suis, il prend ma tête et je lui fais une fellation sans le vouloir, bien entendu. Et je me sens vraiment sale. Je ressens du dégoût et j'ai l'impression que ça dure des heures, comme quand ma mère me frappe, me fouette, me torture. Et j'arrive même pas à pleurer, il y a vraiment rien qui se passe. Je ne suis plus là, en fait. La seule chose que j'ai pu me dire, c'est j'ai vu qu'il a mis une sorte de chose transparente sur son sexe. Sur le moment, bien sûr, je ne sais pas ce que c'est. Je comprends plus tard qu'effectivement, c'est un préservatif. Et voilà, ça il y a un moment où ça s'arrête et je vois qu'il se couche un peu sur le canapé tranquille. Moi, je j'ai l'impression que ça fait des semaines que je me suis pas lavée. J'ai un énorme dégoût pour, ma poitrine et ma bouche. Je pars dans ma chambre, je dis rien, je lui dis: «Bonne nuit». Ouais, donc je dis juste: «Bonne nuit» et je pars, dans ma chambre, je me mets en boule et je je ne sais plus comment réagir. Je je m'effondre même pas, je suis juste en boule dans mon lit et le lendemain, on devait se lever tôt pour aller, faire de la luge et là, comme, ce moment de honte à la salle de gym, je ne dis rien, je porte un masque, je fais semblant de rigoler parce que, je pense que depuis petite, j'ai dû apprendre un peu à lire, sur les visages des gens, de, de me dire: «Ah, les gens sourient, donc là, il faut que je souris». Donc je passe cet après-midi dans le plus grand des calmes, entre guillemets, mais à l'intérieur de moi, c'est le chaos, c'est noir, c'est dark. Déjà que, je sentais que, j'étais pas une enfant très vive quand mes parents se sont séparés, très joyeuse. Là, je sens qu'il y a un peu, comme si j'ai mon enfance s'est arrêtée à ce moment-là. Je me suis dit: «Mais je ne suis plus une enfant là, en fait». Je sais pas, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, ou on pourrait dire même traumatisant ce qui s'est passé là. On termine cette journée, lui, il rentre chez lui, donc c'est une journée que j'ai passée avec ma mère. Il y avait peut-être sa mère, je me souviens pas s'il y avait sa mère, mais il y avait ma mère, il y avait ce fameux garçon et moi et peut-être d'autres personnes, mais je pense que surtout je me souviens de lui et moi, où je fais semblant de m'amuser avec lui et le soir, j'essaye un peu d'expliquer à ma mère ce qui s'est passé et elle me dit: «Non, tu pas pu me faire ça». Il y a pas eu de violence physique parce que c'est vrai que, j'ai pas mal parlé de violence physique, mais, il y a eu aussi beaucoup de violence verbale vis-à-vis de ma mère, où souvent quand j'avais des mauvaises notes, elle pouvait me dire, «Tu qu'une merde, pourquoi je t'ai écrit?» Plein de choses où je suis une incapable, j'arriverai jamais et je pense que je pense clairement que les mots peuvent avoir énormément d'impact. Le physique, les cellules se rappellent, mais les mots peuvent vraiment rester, peuvent vraiment construire l'identité de la personne. On peut croire, surtout quand ça sort de la bouche des parents, se dire que c'est vrai ce qu'ils me disent et donc j'ai voulu parler de cette agression. Ma mère ne je ne sais pas si elle m'a vraiment cru ou pas. Elle m'a dit: «Comment tu as pu me faire ça?» et franchement, je me souviens pas trop ce qui s'est passé par la suite.
Je sais juste qu'à ce moment-là, à cette période-là, je ne sais pas, mon frère il était là, je ne sais pas, j'étais un peu déconnectée. Je sais juste que mon père était parti au Cambodge avec ma sœur parce il allait rencontrer sa future femme et il était parti avec ma sœur au Cambodge. Donc j'avais même pas cette possibilité de partir chez mon père pour lui en parler. J'avais pas la possibilité d'en parler avec ma sœur et surtout que je pense pas que j'avais forcément envie d'en parler à mon père. En soi, pendant 3 semaines, je suis restée dans ce silence car la seule personne adulte qui est censée prendre soin de moi, déjà, n'était plus capable de prendre soin de moi. Et en plus, elle, au contraire, elle causait ma perte. Donc, toujours vers l'âge de 12 ans, ma sœur, et mon père reviennent de leur voyage du Cambodge. Et je suis pour le week-end chez mon père. Il y a un ordinateur et je ne sais pas comment je me suis rappelé de ce site, mais je n'arrivais pas en fait à exprimer ce qui s'était passé. Parce que le seul moment où j'ai voulu essayer de dire ce qui s'est passé, on m'a fait porter le poids de la culpabilité de cette action. Et donc je mets j'écris le nom du site sur l'ordinateur, je mets super fort le son et je clique sur une vidéo. Ma sœur, bien entendu, elle est choquée, elle vient vers moi, elle éteint le site, elle ferme tout. Mon père, il est en arrière-plan sur le canapé, il me regarde avec une tête choquée. Je fonds en larmes dans les bras de ma sœur. Ma sœur, elle me prend dans les bras. J'ai vraiment cette sensation de me sentir en sécurité dans les bras de ma sœur. Toutes les larmes de mon corps roulent sur mes joues. J'ai le cœur serré. Je hurle de pleurs. Je lâche tout. J'explique à ma sœur. Je lui dis tout. Ma sœur, elle est énervée. Elle est vraiment en colère. Elle a envie de tout détruire. Elle est indignée par ce qui se passe. Mon père, il dit rien, il est juste choqué, il réagit pas, et ma sœur, elle me dit mais c'est pas possible, il faut porter plainte. En fait, elle a vraiment un rôle de mère. J'ai un lien particulier avec ma sœur où j'ai toujours plus considéré comme ma mère sœur que ma propre mère. Elle a toujours pris soin de moi, elle a toujours cru en moi, et là vraiment je me sens en sécurité. Et cette même période, vers l'âge de 12 ans, donc cette période où j'imagine que les enfants de cet âge-là ont envie de construire leur avenir professionnel, moi ce que j'avais envie c'est de plus exister. Et c'était une année très difficile pour moi où j'avais un dégoût de mon corps, où déjà que j'étais pas à l'aise dans mon corps. J'ai eu aussi mes premières règles. Quand ma mère, justement, on m'a pas expliqué comment ça se passait quand on avait nos règles. Il y a eu cet été-là, on avait été à Marseille, chez des amis à elle, et bien entendu, vu que je ne savais pas comment ça se passait quand on avait nos règles, j'ai taché le lit de l'ami de ma mère, et comme réponse, à la place de me dire « Ah, mais bon, déjà, ça aurait été bien que je sois au courant avant, mais qu'on m'explique qu'il faut mettre des serviettes », la seule réponse que j'ai eue, c'est des insultes et des coups. C'est ma sœur qui a dû plus tard m'expliquer qu'effectivement, je pouvais mettre une serviette ou des tampons. Donc voilà, une période très pourrie de ma vie. Je finis la primaire. Je commence le cycle, 13-14 ans, dans cette période-là. Au cycle, je sens que je suis plus l'enfant effacé, mais je suis pas proche des autres, mais c'est plus vers l'âge de 14 ans où je sens que je suis plutôt... Je deviens une personne assez dure, distancée. Donc j'arrive au cycle et
Dans ma classe, j'aperçois une fille et je me dis « Ah, waouh, je la trouve vraiment, vraiment belle. » C'était la partie 1 du témoignage de Géraldine, raconté par elle-même en novembre 2025. Encore merci à elle pour son courage et son partage. Ces témoignages sont accueillis et enregistrés au sein de l'Éveil et sur base de volontariat. Production et droit, l'Éveil. Chargé de production et responsable du projet, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Graphisme, Neville Beau. Encadrement et supervision du projet, Oran Mackenzie et David Vial. Toutes les informations concernant l'éveil sur www.aeveil.ch. Merci pour l'écoute et à très vite pour la partie 2.